Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue à cette conférence sur les concours Access Sésame. Je vais me présenter pour commencer. Je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'étais juré à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'université Paris-Dauphine pour les étudiants qui sont L3, gestion. Donc ça va être moi, votre conférencier hein, pour aujourd'hui. Je vais vous parler des concours Access et Sésame, les concours des écoles de commerce post-bac. Je vais prendre le temps de vraiment bien vous expliquer les concours et de rentrer aussi dans le détail dans le détail des épreuves. La conférence d'aujourd'hui, elle est enregistrée et donc je vous enverrai le replay demain et je vous enverrai aussi pardon, les slides. Donc si il y a des slides qui vous intéressent, ne vous embêtez pas à les prendre en photo. Vous aurez tout le support de la présentation demain sans faute. Hem, la présentation, la conférence, elle va durer environ 1 heure. Il me faut à peu près 3 quarts d'heure pour vous présenter vraiment tous les éléments importants sur les concours Access et Sésame. Et ensuite, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Donc si on déborde, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je répondrai à toutes les questions. Les questions, je vous invite à les poser dans le chat, OK? Et ensuite, à la fin de la conférence, je reprendrai les questions du chat dans l'ordre et je n'éluderai aucune question, je répondrai bien à toutes les questions. On va commencer, tout de suite. Donc je vais commencer en vous présentant, en fait, c'est quoi un peu vos possibilités quand vous souhaitez faire des études de management. Parce que oui, en fait, vous pouvez faire une école de commerce, mais vous avez d'autres options qui s'offrent à vous. Et donc, c'est bien d'avoir un petit comparatif pour comprendre un peu quelles sont vos options. Donc, quand vous souhaitez faire une école de commerce, déjà, en particulier, vous avez deux possibilités. Soit vous faites une école de commerce post-bac, soit vous faites une école de commerce post-prépa. Donc, je vais peut-être commencer avec la partie prépa. Quand vous faites une prépa pour faire une école de commerce, vous allez faire 2 ans de prépa, voire 3 ans de prépa si vous cubez, et ensuite, vous allez passer du coup des concours pour intégrer les meilleures écoles de commerce de France. Sachez que les meilleurs programmes de France sont accessibles via la classe préparatoire, c'est-à-dire HEC en programme grande école, ESSEC en programme grande école, ESCP en programme grande école, EMU en programme grande école, EDEC en programme grande école. Donc c'est des programmes, les programmes grande école, c'est des programmes qui vous donnent un grade de master. OK? Ensuite, vous avez plein d'autres écoles qui sont accessibles via ces concours-là. Et à titre de comparaison, la meilleure école post-bac que vous pouvez faire en programme grande école, donc en 5 ans qui vous donne un grade de master, c'est comparatif à peu près à la sixième que vous pouvez faire en post-prépa. Donc si vous visez l'excellence et absolue et les meilleurs programmes de France, vous devez passer par la classe prépa et ensuite intégrer les programmes dont je vous ai parlé, notamment le top 3. OK? HEC, ESSEC, ESCP. Si vous avez en dessous du top 6 et que vous étiez pris dans les meilleures écoles de post-bac, enfin après votre bac, dans ce cas-là, vous n'avez pas fait d'upgrade par rapport à une école que vous avez eue. OK? Donc voilà, à titre de comparaison, le meilleur programme grande école en 5 ans que vous puissiez faire en post-bac, ça va être l'IESEG, qui est dans le concours accès, et ça correspond au niveau d'Audencia Nantes à peu près, en termes de en termes de débouchés, en termes de salaire à la sortie, en termes de réputation. Donc vous avez la possibilité de faire une prépa, comme je vous ai dit. La prépa, c'est hyper stimulant intellectuellement, c'est, très intensif et quand vous faites prépa, faut être prêt à beaucoup travailler pendant les 2 ans de prépa ou 3 ans si on cube, mais disons 2 ans, à être travaillé à fond et il faut être prêt à avoir aussi à être dans la compétition. OK? Donc c'est réservé aux très, très bons élèves et faut être solide mentalement pour pas, se briser à la première mauvaise note parce que vous en aurez, c'est normal. OK? Mais par contre, vous allez apprendre plein de choses. Donc, autre possibilité pour rentrer en école de commerce, vous faites, une école post-bac. Les écoles post-bac, vous avez 3 catégories. Les bachelors en 3 ans, donc ça donne un grade de licence. En France, les meilleurs bachelors, c'est le bachelor de l'ESCP, pardon, et il y a le programme SDEM de, Schema. C'est pas des programmes d'excellence, mais c'est des programmes qui sont intéressants. L'ESCP notamment plaît beaucoup parce que c'est un programme qui est très international, mais qui est réservé du coup aux étudiants qui sont quasiment bilingues. Les entretiens pour rentrer à l'ESCP, c'est en anglais et en fait, vous allez faire 3 ans dans, des campus différents de l'ESCP en Europe. OK? Donc c'est très international et ça peut intéresser, beaucoup d'étudiants. Je regarde dans le chat. Alors, est-ce que je peux monter le son du micro? Est-ce que les autres, vous avez ce problème-là de pas bien m'entendre? Alors s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le mettre dans le chat, si c'est le cas, ou vous entendez bien?
Non, vous entendez bien? Non. Alors, je pense que ça vient chez vous, Catherine. On vous entend très bien. Ok, nickel, merci. Est-ce que Catherine, j'ai augmenté le son du micro, est-ce que vous entendez mieux? Pas de souci. Bon, au moins que, que tout le monde... parce que si le bug, tout le monde l'avait, ça aurait été embêtant quand même. Donc du coup, ça c'était pour les écoles en 3 ans, les bachelors. Ensuite, on a des BBA, c'est des programmes en 4 ans, et là on a d'excellents BBA en France. Le meilleur BBA qu'on a en France, c'est le BBA de l'ESSEC, qui est dans le programme, qui est dans le concours Sésame, pardon. Ok. Et en fait, tous les meilleurs BBA de France sont dans le concours Sésame, à l'exception d'un seul, le BBA de l'EDEC. Donc si vous voulez faire un programme en 4 ans, un BBA, vous êtes obligé de passer par le concours Sésame, en réalité. Et l'autre école qu'il faudrait ajouter en dehors du concours Sésame, ça serait l'EDEC, en BBA. Et donc, on verra un petit peu plus la hiérarchie des écoles, le classement, etc. Et d'ailleurs, on fera une petite critique de ces classements-là plus tard. Mais ça, c'est important à savoir. Un BBA, ça donne un grade de licence. Et quand vous faites un BBA, même si vous faites 4 ans, vous avez qu'une licence. Le Master 1, en fait, ce n'est pas un... le Master 1, pardon, ça n'est pas un diplôme en France. Donc, quand vous avez un BBA, vous avez l'équivalent d'un Master 1, mais ça vaut qu'une licence. Par contre, en fait, les crédits de la quatrième année, les crédits de CTS de votre quatrième année, vous les avez vraiment. Donc, pour avoir un diplôme de Master 2, et ce que je vous recommande vraiment de faire, vous rajoutez une cinquième année, soit un Master 2 à l'université, soit un master spécialisé en école que vous pouvez faire dans l'école de votre choix, qui peuvent être dans les meilleures écoles de France. Vous pouvez faire des masters spécialisés qui sont vraiment cotés. Et comme les BBA sont cotés, des concours que vous allez passer, vous aurez la possibilité de faire une excellente cinquième année derrière. OK? Et ce qu'il faut savoir, c'est que le BBA, c'est calqué sur le système anglo-saxon, et sinon, ça vous aide aussi beaucoup à aller étudier à l'étranger. C'est vraiment, ça a du sens, en fait, de faire un BBA quand on veut aussi vivre à l'étranger ou travailler à l'étranger plus tard, parce qu'en gros, c'est calqué sur les diplômes américains. Et enfin, la cinquième année pardon, la troisième possibilité que vous avez, pardon, c'est de faire un programme en 5 ans, qui s'appelle souvent programme grande école, parfois c'est un nom différent, OK? Et les programmes grande école, en 5 ans donnent bien un grade de master, sont équivalents à des programmes de classe prépa, mais comme si on avait 2 ans de prépa intégrés. Pourquoi certains programmes ne s'appellent pas programme grande école, c'est-à-dire PGE? Parce qu'en fait, une école ne peut pas avoir 2 programmes qui s'appellent PGE. Et donc, quand vous êtes dans le cas de Neoma, par exemple, qui est dans le concours Sésame en BBA et sur un programme en 5 ans, bah, le programme en 5 ans ne s'appelle pas PGE parce que c'est un programme qui est spécialisé sur tout ce qui est plutôt tech, enfin sur tout ce qui est digital en réalité. C'est spécialisé sur le digital, il s'appelle TEMA le programme. Et donc, du coup, c'est pas le même programme que le programme grande école, vous n'avez pas les mêmes cours. OK? Vous n'avez pas les mêmes cours. Ça ne veut pas dire que le programme n'est pas intéressant, mais c'est-à-dire qu'il est juste spécialisé. Là où un programme grande école, et même les BBA en général, sont plus généralistes avec des spécialisations en fin d'études. OK? Que ça soit les écoles post-bac et les écoles des classes prépa, c'est des écoles qui sont privées, qui sont payantes, qui vont coûter entre 10 et 15 000 euros l'année pour le post-bac, même parfois jusqu'à 20 000 euros pour le post-prépa. Et donc, ce qui est embêtant, c'est que vous fassiez une bonne école ou une mauvaise école, ça sera payant, quoi qu'il arrive. Et ça sera cher. Donc, toutes les écoles ne se valent pas. Et, et donc, du coup, bah, quitte à payer 50 000 euros dans ses études, vaut mieux que ce soit quand même pour une école qui soit bonne. OK? Et donc, ça, c'est très important de rentrer dans une bonne école pour avoir quelque chose d'intéressant. Toutes les écoles ne se valent pas, je le dis. Même dans le concours Sésame, toutes les écoles ne se valent pas. Et dans le concours Accès, c'est pareil d'ailleurs. OK? Euh, Et donc, les meilleures écoles en 5 ans, en post-bac, elles se retrouvent dans le concours Access en priorité et dans le concours Sésame aussi. Ces écoles de commerce, donc du coup, post-prépa, post-bac, c'est des écoles qui sont aussi très internationales. Vous allez faire au moins un semestre à l'étranger, si ce n'est plus. Vous pouvez faire quasiment toutes vos études à l'étranger si vous le voulez. Et donc, du coup, on a d'excellentes formations en post-bac. Les meilleures, c'est BBA de l'ESSEC en 4 ans, du coup, programme grande école de l'IESSEC en 5 ans. L'un, c'est dans le concours Sésame, l'autre dans le concours Access. C'est pour ça qu'on parle de ces concours-là, parce qu'ils réunissent les meilleurs programmes en 5 ans et en 4 ans. Enfin, les meilleurs programmes post-bac en réalité. Une autre possibilité pour faire des études de management, c'est d'aller à l'université. La durée d'un classique d'un parcours à l'université, c'est 5 ans, 3 ans de licence, 2 ans de master. C'est quasiment gratuit, donc ça, c'est vraiment un avantage par rapport aux écoles. Par contre, ça va être beaucoup moins international. Dans beaucoup d'universités, en fait, vous allez pas partir à l'étranger ou très peu, ou en tout cas pas tous les étudiants. Et ça va être aussi moins professionnalisant. Souvent, il faut rajouter une sixième année de césure entre le master 1 et le master 2 pour faire un peu de stage, pour que ça soit un peu plus professionnalisant. Euh, on a des bonnes universités en France.
on a des moins bonnes. En fait, ce qui est intéressant avec, le système français, c'est que vous pouvez basculer, d'un programme à un autre assez facilement, mais plus, en fait, vous démarrez dans un programme qui est, prestigieux et plus c'est facile d'aller vers les meilleurs programmes. Donc quand vous êtes à l'université, si vous êtes vraiment bon à l'université, vous pouvez faire quelque chose de vraiment excellent. Si vous êtes pas très bon, bah, vous allez faire quelque chose de moyen, voire vous allez arrêter. La différence aussi entre l'université et les écoles, c'est la taille des groupes. En école, vous allez être par petits groupes, souvent une trentaine par cours, là où à l'université, vous allez plutôt être, en amphi et donc vous pouvez être des centaines dans vos cours. Hem, je dirais qu'il y a 2 universités qui sont assez différentes, des universités classiques et qui se rapprochent des écoles de commerce. C'est Dauphine parce que et c'est Sciences Po. Parce que Dauphine et Sciences Po, c'est des universités déjà avec une grosse vie associative, qui sont très tournées vers l'international, et où vous allez avoir beaucoup de cours en petits effectifs. OK? C'est des universités qui sont très sélectives par contre, bien évidemment. Mais bon, ça peut faire partie de vos vœux sur Parcoursup, c'est aussi pour ça que je vous en parle. Ensuite, pour faire des études plus courtes, vous avez un BUT, des BUT en 3 ans, ça se fait dans les IUT, les BUT. Et après vos 3 ans de BUT, vous pouvez enchaîner, continuer dans vos études. On n'a pas on n'a pas des excellents IUT en France, mais par contre, on a quand même des BUT qui sont solides. Et vous pouvez, après un BUT, rentrer en école de commerce, même en programme grande école, mais par contre, oublier les meilleurs programmes. Le top 5, c'est très compliqué. Le top 3, c'est même impossible quasiment. OK? Enfin, j'ai pas d'exemple en tête de personnes qui ont fait ça et je prépare des étudiants à ce type d'admission-là. Et sinon, si vous voulez vous aller sur des études plus courtes, vous pouvez faire un BTS. Après un BTS, il y a possibilité de faire des passerelles comme je vous l'ai dit, mais vous partez avec un vrai handicap si vous voulez faire des études longues en faisant un BTS. Donc si vous avez dans l'idée de vous projeter dans des études plus longues, ne démarrez pas par un BTS. C'est pas un bon choix stratégique. Moi, j'ai pris un peu le temps, mais bon. J'ai une question, est-ce que je suis trop lent? On va voir. Trop lent, je vais mettre trop rapide. Ou OK. Si c'est OK, vous mettez un pouce sous le OK. Si c'est trop rapide, un pouce sous le trop rapide, trop lent, un pouce sous le trop lent. Bon, ça a l'air OK. On va rester comme ça. OK, OK, OK. OK, parfait. Bon, on continue comme ça. Merci. Donc du coup, heu, entre le concours accès et le concours Sésame, est-ce qu'il faut choisir? C'est une question qu'on me pose souvent. Sachez que déjà, en général, 60 des étudiants préparent les 2 concours. OK? Le concours accès, il réunit 3 écoles de commerce, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. On peut se dire: «C'est pas beaucoup 3 écoles». Pourtant, c'est un gros concours. Pourquoi? Parce qu'à l'IESEG, il y a 1 100 places. À l'ESCA, c'est pareil quasiment. Et à l'ESDES, il y a 250 places. Donc ça fait environ 2 500 places, dans les écoles du concours accès. Au concours Sésame, alors là, ils ont enlevé quelques écoles dans le concours, donc c'est plus que 14 écoles et 17 programmes. Donc la slide, elle est pas à jour, je suis désolé, ça date d'il y a quelques semaines. Mais bon, c'est pas grave, je vous donne la vraie info. 14 écoles, 17 programmes. Et donc du coup, heu, en moyenne, il y a 350 places par programme dans le concours Sésame. Ce qui fait que l'IESEG, ça vaut 3 écoles de Sésame, l'ESCA, ça vaut 3 écoles de Sésame. Et les 3 meilleures écoles, donc les 3 pardon, écoles de Sésame, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES sont intéressantes, mais en fait, en particulier l'IESEG est très intéressante vu que c'est le meilleur programme grande école en 5 ans qu'on puisse faire en post-bac. Et l'ESCA, c'est aussi très intéressant parce que c'est une école, disons, historique, c'est une valeur sûre quand même, l'ESCA, en post-bac. Et donc c'est une des machines qui fonctionne le mieux depuis des dizaines d'années. OK? Il y a 3 épreuves écrites au concours accès, l'anglais, la synthèse, le raisonnement logique et mathématique. Et comme je vous l'ai promis, on va rentrer dans le détail sur, ces épreuves-là, un peu plus tard. Et donc toutes les écoles, c'est des PGE dans le programme Access, donc des écoles en 5 ans. Pour Sésame, 14 écoles, 17 programmes. On a les plus gros bibiers, ESSEC, EM Lyon, Neoma, Schema et cetera. On a aussi des programmes grande école comme l'EM Normandie ou un programme en 5 ans comme Théma, Neoma dont je vous ai déjà parlé. On a aussi l'EMLV. Enfin, on a plein d'écoles en 5 ans aussi, qui sont assez, intéressantes. Par contre, il y a plein d'écoles aussi qui sont beaucoup moins intéressantes. OK? Donc, quand on prépare le concours Sésame, c'est pas pour avoir une école de bas de tableau, c'est pour avoir une des meilleures écoles. D'ailleurs, hein, je vous le dis sincèrement, vous préparez pas le concours Sésame et vous postulez, vous aurez tous, je pense, une école, au moins, heu, parmi les écoles qui sont vraiment moins cotées. OK? Pour être tout à fait transparent avec vous. Mais bon, le but, comme je vous l'ai dit, c'est que quitte à payer 50 000 € dans sa formation, autant que ce soit pour faire la meilleure école possible. Vous avez 6 épreuves écrites au concours Sésame, on va rentrer dans le détail. Donc les langues, analyse documentaire,
maths, français, compétences digitales, enjeux contemporains, on en parlera tout à l'heure. Et vous avez des BBA en 4 ans et des programmes en 5 ans. Ça, on l'a déjà détaillé. Du coup, voulais vous présenter voilà, des classements un peu enfin, comparatifs entre les écoles. Il n'existe pas vraiment de classement qui mélange les écoles de prépa, les écoles post-bac, les écoles en 5 ans, les écoles en 4 ans. Donc, je vous fais des classements séparés. Et moi, après, en fait, ça fait 10 ans que je prépare des étudiants à ces concours-là. Et j'ai le recul pour savoir où vont les meilleurs étudiants et du coup, quelles sont les meilleures écoles, quels sont les débouchés, etc. Sur les programmes grande école, ça c'est le classement du Figaro de l'année dernière, l'IESEG est en 1 et c'est indéniable. En 2, on a l'ESCA et l'UM Normandie qui sont en réalité, enfin en 2 et 3, qui sont à peu près du même niveau. Sachant que l'ESCA, ils ont plutôt eu la stratégie de créer des campus un peu partout en France pour que, ben, en fait, un étudiant qui soit bon et qui veut rester à côté de chez lui, bah, il puisse rentrer à l'ESCA dans un bon campus, dans le campus à côté de chez lui. Et ils ont quand même un ou deux campus à l'étranger, notamment à Shanghai, où le campus est assez gros. L'EM Normandie, ils ont une stratégie différente. Ils ont un campus à Paris, un campus à Caen. Et en fait, ils ont eu comme pour stratégie ces dernières années d'ouvrir des campus à l'étranger, là où il y a des gros pôles, soit d'entreprises, soit d'universités prestigieuses. Et donc, ils captent les professeurs des universités prestigieuses pour qu'ils viennent donner des cours aux étudiants de l'EM Normandie. Ou alors, ça leur permet aussi d'avoir des relations avec des entreprises locales. Et donc, du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert des campus à Dublin, à Boston, à Oxford, en Angleterre. Et là, ils vont ouvrir à Dubaï. Et donc, vous aurez le droit au campus de Dubaï. Pour les BBA, le classement, c'est le suivant. En 1, on a l'ESSEC de manière indéniable. Ça, c'est le classement de l'étudiant. En 2, ils ont mis les decks. En 3, schéma. En 4, le M Lyon. Je suis moyen d'accord avec ce classement. En réalité, c'est plus dur de rentrer au BBA de l'EM Lyon qu'au BBA de schéma. Et les BBA qui sont 2 et 3 à peu près au même niveau, c'est les decks et le M Lyon. Ok, donc 1, c'est l'ESSEC, c'est indéniable. 2, 3, dans l'ordre que vous voulez, et deck EM Lyon. Et après, c'est schéma et Neoma dans l'ordre que vous voulez aussi. Ok, en BBA, je parle bien. Sachant que c'est assez difficile pour les étudiants d'avoir du recul sur sur les classements, mais moi j'en ai. Pourquoi? D'une année sur l'autre, le niveau des écoles, il bouge pas tant que ça. Par contre, les classements, ils vont vraiment varier. Et il y a quelques années, par exemple, les DEC étaient classés pardon, en numéro 7 en BBA. Honnêtement, les decks n'a jamais mérité d'être septième. Il y a même une année où ils étaient ex aequo premiers avec les secs. Et pareil, ça, ils méritaient pas non plus. Ok? Et donc, un étudiant qui voyait le classement de l'année, il disait, ah bah les decks, c'est nul. Alors que pas du tout. En fait, c'est des formules mathématiques, leur classement. Et selon les critères qui peuvent changer, ou selon l'année d'ailleurs, eh ben, une école va passer devant l'autre. Alors qu'en réalité, il y a une hiérarchie qui est assez clair. 1 les secs, 2 et 3 dans l'ordre que vous voulez, EDEC EM Lyon, 4 et 5 dans l'ordre que vous voulez, Schema, Neoma. Ok? Donc méfiez-vous des classements, il y a pas, c'est pas une vérité absolue. Voilà. Du coup, maintenant, on peut rentrer un peu dans le détail des épreuves écrites. On va commencer par les épreuves de langue. Donc au concours accès, au concours Sésame, vous allez avoir des épreuves de langue, vous allez avoir de l'anglais, dans les deux cas. C'est pas le même format d'épreuve, mais par contre, c'est quasiment le même programme. Pour le concours Accès et pour le concours Sésame, ça va être de la grammaire, de la compréhension de texte, et ça va être ça principalement. Et vous aurez un tout petit peu, et ça, c'est la différence entre Accès et Sésame, vous aurez un petit peu trois quatre questions qui vont être sur les actualités un peu liées au monde anglo-saxon au concours Sésame. Ok? Donc si c'est passé des choses importantes dans le monde anglo-saxon, mais quand même tous les ans il s'en passe, hein, vous pouvez avoir quelques questions dessus. Sinon, ça va être beaucoup d'exercices qui vont être liés au verbe irrégulier, la concordance des temps. Ça peut être tous les mots de liaison, les faux amis, euh, les comparatifs. Enfin bref, c'est vraiment de la grammaire. Et donc du coup, c'est quand même une bonne nouvelle en soi, parce que ça se prépare très bien. Nous, ce qu'on fait pour préparer les étudiants à l'épreuve d'anglais avec Prépa Campus, c'est qu'on fait des stages où ils sont en moyenne 6 étudiants par cours. On leur fait travailler sur tout le programme de grammaire. Et pour chaque type d'exercice, pour chaque pardon, partie du programme, on fait des exercices ciblés sur ce qu'on vient de voir. Donc, si on a travaillé par exemple sur les mots de liaison, on a fait des séries d'exercices sur les mots de liaison. Ok. Et on fait ça pour on fait ça pour tous les points du programme. Et ensuite, on les entraîne en conditions réelles aussi avec des concours blancs. À la fin du stage, le prof ou la prof me fait un débriefing individuel pour chacun des étudiants. Ils sont que 6 par cours, donc c'est facile.
c'est 10 heures de cours de stage, ils les ont vus 5 fois 2 heures pendant une semaine, en présentiel ou à distance d'ailleurs. Ils font un débriefing de stage, et ensuite, moi, je vous envoie ce débriefing-là, et je vous dis pour chacune des matières, bah là, par exemple, en anglais, les points faibles, vos points faibles, ça va être telle partie, telle partie, telle partie. Et ce que je te recommande de faire pour continuer de t'entraîner jusqu'au concours, c'est de faire tels exercices, tels exercices, tels exercices et tel nombre de sujets sur notre plateforme qu'on a en ligne. Et sur notre plateforme en ligne, on a tout le cours qui est enregistré pour que vous puissiez revoir les points de cours qui vous posent des difficultés. Plein de fiches de questions avec bah, des réponses, des corrections en vidéo pour chacune des questions, pour que vous puissiez comprendre bah, là où vous avez juste, là où vous avez faux. Et plein de sujets blancs qui sont corrigés, bien évidemment. OK? Au concours, donc ça c'est pour Access, c'est pour Sésame, c'est le même programme. Donc si vous préparez les deux concours, c'est le même stage d'anglais, c'est juste qu'on vous fera des concours blancs d'Access et de Sésame au lieu de faire que l'un ou que l'autre. L'épreuve d'anglais au concours Accès, elle dure 1 heure. Vous avez énormément de questions. 50 questions avec 4 propositions vrai-faux. Là, je vous ai mis un exemple de question. Ça, c'est une seule question. Pour chacune des phrases A, B, C, D, il faut dire si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que la phrase est correcte ou elle n'est pas correcte? Une question. Vous allez en avoir 40 comme ça et 10 questions sur des textes. Donc vous allez avoir deux textes et pour chacun des textes, 5 questions. En vrai ou faux avec 4 propositions. Et ensuite, vous aurez 25, parce que ça suffisait pas apparemment, 25 questions au format QCM, A, B, C, D, où il faut choisir la bonne réponse. Donc vous n'avez pas vraiment le temps de réfléchir, il faut être très rodé et vraiment en automatique pour pouvoir finir le test et pouvoir vraiment répondre aux questions. Pour le concours Sésame, l'épreuve, elle réunit à la fois l'anglais et la LV2. La LV2, c'est donc une demi-heure pour l'anglais, une demi-heure pour la LV2. La LV2, c'est la seule matière qu'on ne travaille pas avec les étudiants en cours. Par contre, on peut vous donner du contenu pour vous entraîner, mais on ne travaille pas avec vous en cours, parce qu'il y a 10 LV2 qui sont proposés, anglais, portugais, espagnol, pas anglais, pardon, portugais, espagnol, italien, hébreu, chinois, arabe, il y a plein de langues qui sont proposées. Et on ne va pas vous faire des cours de russe ou de chinois. Euh, Vous avez 40 questions pour l'anglais et pour la LV2, et à chaque fois 4 propositions au format vrai-faux, pardon, ABCD, il faut choisir la bonne réponse, excusez-moi. Donc en termes de timing, c'est moins difficile le concours Sésame. Vous avez un peu plus le temps de réfléchir. Ensuite, vous avez les épreuves écrites de synthèse. Alors, je vous ai mis dans la même slide l'épreuve d'Access et l'épreuve de Sésame, mais ce n'est pas du tout la même chose. Pour Access, vous avez la synthèse de documents. La synthèse de documents, enfin, pourquoi j'ai mis dans la même slide déjà? Peut-être m'expliquer, comme ça sera plus clair. Ça vous perturbera peut-être moins, je sais pas. En gros, que ça soit pour Access ou pour Sésame, on va vous donner un corpus de documents. Et les documents, ils ressemblent un peu aux documents que je vous ai mis là. C'est pour ça que j'ai mis cet exemple-là. Mais l'épreuve, c'est pas du tout la même. Au concours accès, la synthèse de documents, c'est clair. Vous avez 3 heures, ce qui est assez long, pour rédiger une synthèse qui fait 350 mots sur le corpus de documents qu'on vous a donné. Le corpus de documents, il sera sur un thème. Imaginons que le thème, ce soit l'intelligence artificielle. Vous allez avoir en général à peu près 12 textes sur l'intelligence artificielle et un document iconographique, une photo ou une pub. OK? Donc ça fera 13 documents, disons. OK? C'est entre 10 et 15 tous les ans. Il n'y a pas de titre au document, il n'y a rien. Le seul truc qu'on a quand même, c'est qu'à la fin des documents, on a la bibliographie. La méthodologie pour faire rapide sur la synthèse de documents, c'est déjà prendre les 2 premières minutes pour essayer de lire la bibliographie, essayer de voir de quoi parlent tous les documents. Pour comprendre ça va être quoi le thème général, c'est un vrai confort psychologique de savoir dans quoi on va se lancer. Ensuite, vous allez devoir ficher chacun des textes en notant les informations les plus pertinentes et il y a une méthodologie pour ficher ces documents, bien évidemment. Une fois que vous avez fiché vos documents, vous allez avoir sur une page ou sur 2 pages plus probablement, un aperçu, vous pouvez les mettre face à côté de vous les 2 pages, un aperçu de tous les thèmes qui ont été abordés. Et en fait, vous allez vous rendre compte que certains documents sont liés les uns aux autres. C'est-à-dire que dans les 12 ou 13 documents, il y a peut-être 2 grandes parties ou 3 grandes parties qui vont ressortir. OK? Par exemple, comment l'intelligence artificielle a transformé le monde du travail, quels sont les dérives possibles liées à l'intelligence artificielle. Et le troisième thème, ça va être l'impact du développement de l'intelligence artificielle sur notre propre intelligence ou sur notre cerveau. J'en sais rien. Une fois que vous avez vos parties, une fois que vous avez identifié vos parties, vous vérifiez quel texte va dans quelle partie. Et ensuite, vous faites un plan qui doit être très détaillé pour rédiger votre synthèse. 350 mots, c'est une page manuscrite, c'est rien du tout. OK? Vous avez le droit à plus ou moins 10%, donc entre 315 et 385 mots. Et ensuite, bah, vous rédigez votre synthèse. Et bah, vous avez le droit d'utiliser aucune connaissance personnelle. Vous n'avez pas le droit de citer les documents, mais par contre, il faut reprendre que des informations et des idées qui ont été développées dans les documents et avec un maximum d'exemples.
Bref, ça c'est la méthodologie. Et donc c'est très particulier en soi, c'est une épreuve rédactionnelle. L'orthographe compte, mais pour des étudiants qui sont dysorthographiques, c'est pas un gros handicap. Vous pouvez quand même avoir une bonne note, même en faisant des fautes d'orthographe. Le moins vous en faites, le mieux c'est, mais c'est pas éliminatoire. Ce qui compte, c'est vraiment que vous arriviez à coller à l'épreuve. Pour le concours Sésame, c'est différent l'analyse documentaire. Ça dure que 2 heures, ce qui est très très court, parce que vous allez avoir énormément de documents. Je vous ai mis entre 15 et 25 documents. En fait, c'est plutôt 25 documents que 15. Vous aurez à peu près 25 documents textuels, qui vont ressembler par exemple au document 7 que je vous ai mis, sauf qu'il y aura un titre au document, contrairement au document d'accès. Et vous allez avoir aussi peut-être une dizaine de documents iconographiques, de graphes, de photos, de pubs, que sais-je. OK? Donc si vous vous mettez à lire juste normalement les documents, ça vous me prendrait 2 heures. Donc une des difficultés déjà, c'est d'être capable de lire de manière rapide, donc d'avoir une certaine lecture rapide. Et ça se travaille, il y a une méthodologie pour, enfin ça s'entraîne aussi la lecture et il y a des méthodologies de lecture rapide et il y a forcément des choses que vous pouvez sauter. Il faut être aussi très méthodique dans son approche. Là, contrairement au concours accès, vous n'allez pas devoir rédiger une synthèse, mais vous allez devoir répondre à des questions. Vous avez 3 types de questions: des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Est-ce que je donne trop de détails ou ça va, vous suivez? N'hésitez pas à dire trop de détails. N'hésitez pas à dire, trop de détails si jamais il y a trop de détails dans le chat. Un peu beaucoup Elodie, parfait plutôt, parfait, parfait, c'est bon. OK. Bon, la majorité l'emporte. Je suis désolé Elodie, je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais les gens ils disent: «C'est bon». OK. Donc du coup, 3 types de questions, pour, l'analyse documentaire. Des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Les questions de repérage, c'est le plus facile et c'est ce qui vaut le moins de points. On va vous poser une question, la réponse, elle va être directement dans les documents. Par exemple, on vous demande combien de startups d'intelligence artificielle a racheté Apple en 2023. Et dans les documents, il y aura un document où il y aura écrit noir sur blanc: Apple a racheté 11 startups d'intelligence artificielle en 2023. Ou alors, il y aura un graphe où on verra le nombre de startups rachetées par les GAFAM et il y aura un autre truc où il y aura Apple et il y aura écrit 11. OK? Donc, je vous ai dit au hasard, bien évidemment. Je ne sais pas quel est le vrai chiffre, mais vous avez compris l'idée. Évidemment, le test, pardon, les concours Accès Sésame se font en ligne depuis le Covid. Vous pouvez pas, vous avez plein de logiciels anti-triche, vous êtes surveillé, vous inquiétez pas. Mais en fait, vous avez aussi vos raccourcis clavier qui sont bloqués. Vous ne pourrez pas faire un contrôle F, un commande F sur Mac pour trouver l'information directement dans le texte. Vous serez obligé de chercher. Et encore une fois, il y a une méthodologie. Vous pouvez vous aider de la bibliographie à la fin, notamment, pour trouver beaucoup plus facilement les informations. Vous avez aussi des questions d'analyse. Les questions d'analyse, c'est plus compliqué, c'est une question. Donc là, je vous ai mis un exemple de question d'analyse. C'est une question où vous pouvez avoir entre 4 et 6 réponses qui sont proposées, même peut-être ça peut aller jusqu'à 7, mais disons entre 4 et 6, c'est dans la majorité des cas. Et il peut y avoir plusieurs réponses correctes. Donc ça veut dire aussi que les bonnes réponses peuvent se trouver dans plusieurs documents. Et donc, il faut faire attention parce que pour la notation des questions d'analyse, si par exemple il y a 3 bonnes réponses et que vous mettez les 3 bonnes réponses, vous avez 100% des points. Si vous mettez 2 bonnes réponses sur 3, vous avez 2 tiers des points, une bonne réponse sur 3, un tiers des points. Mais si vous mettez par exemple les 3 bonnes réponses et une mauvaise réponse, en fait, dès lors que vous avez une mauvaise réponse, c'est zéro. Donc si vous avez un doute sur une réponse, faut pas la mettre parce que ça peut vous foutre en l'air toute la question. Vaut mieux avoir 2 tiers des points que zéro, que prendre le risque d'avoir zéro, pour gagner un tiers de points en plus. OK? Et dernier type de question, c'est les questions de synthèse. C'est beaucoup plus dur les questions d'analyse, c'est assez technique en réalité. Et les questions de synthèse, il y a une synthèse qui a été rédigée pour vous. OK? Et il faudra choisir la bonne problématique, le bon titre au parti et bien remplir les trous. Et en fait, là, tout va être dans la nuance. Typiquement, sur les 4 problématiques qu'on va vous proposer, il y en aura une qui sera un peu hors sujet. Il y en aura une, elle aura l'air juste, mais en fait, elle ne reprend pas toutes les idées des documents. Il y en aura une, ce sera la bonne problématique. Et il y en aura une, peut-être, elle ressemblera à la bonne problématique, mais elle extrapole un peu. OK? Et donc, il faut faire attention à choisir la problématique qui est vraiment bien calibrée pour votre sujet. Et c'est pareil pour les autres questions. Parfois, on va vous proposer de remplir des trous. Il y a plusieurs réponses qui seraient justes, mais en fait, il y en a une qui va plus coller au style du texte et l'autre moins. Il y en a une qui va être peut-être qui va utiliser vraiment du jargon technique, là où la synthèse qui est proposée est pas technique. Et donc, du coup, bah, la bonne réponse, ça va être la réponse qui va être moins technique, même si les deux seraient corrects en soi. Donc, tout est une question de nuance. Et Et donc la méthodologie pour l'analyse de documents, ça n'a rien à voir avec la méthodologie de la synthèse évidemment. C'est pas la même épreuve. Au concours Sésame, pardon, j'ai oublié de préciser, il y a aucun brouillon pour aucune des matières. On arrive à l'épreuve de raisonnement logique et mathématique du concours accès. Ça, c'est l'épreuve que j'enseigne. Heu
Et le meilleur moyen de travailler quand même sur les maths, c'est de travailler dans le temps. OK? Donc là où l'analyse documentaire et la synthèse, ça se travaille très bien en stage intensif parce que, en fait, quand vous travaillez sur sur un corpus documentaire, si on attend une semaine avant de reprendre un corpus documentaire, on a tout oublié. C'est bien d'enchaîner les cours sur un stage parce que ça vous fait répéter la méthode et parce qu'en fait, si on finit pas un sujet le lundi, on le reprend le lendemain matin, le mardi, on est bon. OK? Vous n'avez pas besoin de vous rappeler tous les documents, vous les avez encore en tête. Mais si on faisait le lundi d'après, ça marcherait pas. Les maths, c'est le contraire. Pour bien travailler les mathématiques, il ne faut pas travailler de manière intensive, il faut travailler dans le temps. Et donc nous, notre préparation, au concours accès et donc pour la partie raisonnement logique et mathématiques, qui vaut 45 des épreuves écrites quand même, c'est, on la commence début novembre et on la finit juste avant le concours. Donc il y a des cours hebdomadaires qui sont proposés du lundi au vendredi, c'est le soir et en fait, le cours du lundi et du mardi, c'est le même et le cours du mercredi et du jeudi, c'est le même. Si vous veniez que une fois par semaine en cours, genre pas que le lundi par exemple, vous ferez tout le programme pour le concours accès. Mais si vous venez le lundi et le mercredi, vous faites 2 fois le programme, mais peut-être que le lundi, on aura commencé par les maths et le mardi par le raisonnement logique et le mercredi, pardon, par le raisonnement logique. Donc vous ne ferez pas le même jour, la même semaine, pardon, 2 fois la même chose. Et en fait, si la partie cours est la même le lundi et le mercredi, par contre, on change tous les exercices et toutes les corrections. Ce qui fait que ça vous fait un vrai entraînement de venir 2 fois dans la semaine. Et donc, c'est bien pour vous parce que vous êtes encadré. Vous pouvez venir même jusqu'à 3 fois en venant le vendredi aussi. C'est bien pour vous, vous êtes encadré. Et donc, du coup, bah, si vous venez 2 fois dans la semaine ou 3 fois dans la semaine, vous n'avez pas besoin de réviser en dehors des cours parce que le deuxième cours et le troisième cours, c'est déjà des révisions. OK? Et donc, ça vous donne un cadre et ça vous permet de travailler avec un prof. Et ce qui est bien aussi avec bah, cette manière de travailler, c'est que si vous avez des lacunes ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez me contacter en dehors des cours pour les maths et pour les autres matières, ce sera vos autres profs. Et en fait, je peux très bien vous prendre même en individuel en dehors des cours pour vous réexpliquer la notion que vous n'avez pas compris. Je ne vous fais pas payer, ça fait partie du suivi, bien évidemment. Donc, pour revenir sur l'épreuve, donc qu'on travaille dans la durée, ce que c'est l'idéal, le raisonnement logique, ça ressemble pas du tout aux maths qu'on fait au lycée. On va bien utiliser les notions de maths du lycée sur les fonctions, sur les probas, mais on va aussi utiliser plein de techniques de logique que vous ne connaissez pas. Typiquement, là, je vous ai mis un exemple de question de logique. Pour résoudre cette question-là, il faut faire vous pouvez peut-être le résoudre avec les outils terminal, ça sera juste beaucoup trop long et beaucoup trop galère et vous vous tromperez. Je vous enverrai les slides, donc demain, vous pourrez essayer si vous voulez. Par contre, si vous faites un diagramme de veine, chose qu'on on vous apprend en cours évidemment, et ça tombe quasiment tous les ans en plus, bah là, vous pouvez répondre dans les 8 minutes, vous avez 8 minutes par question aux 4 propositions. OK? Et ça se fait sans problème. Et le risque d'erreur, il est très faible. Et donc pour une question comme ça, où 7 ou allez, où 8 étudiants sur 10, 8 voire allez, 8 étudiants sur 10 disons, va avoir 0 à la question, ou va quasiment pas avoir de points, bah là, je sais que dans la prépa, 9 étudiants sur 10 nous, auront toutes les bonnes réponses. OK? On travaille aussi sur on fait des logigrammes, on travaille sur des exercices type menteur, vérité. Enfin bref, on fait tous les types d'exercices types, on travaille tous les exercices types qui tombent au concours. La deuxième partie, les maths, ça ressemble beaucoup au programme de maths complémentaires au lycée, sauf qu'il y a pas les suites et sauf que il y a pas de rédaction, c'est un vrai faux, donc en fait, ça va vraiment être, ça va être plus calculatoire qu'au lycée. Ça va être plus dur en termes de calcul qu'au lycée, mais par contre, ça va être, moins, comment dire? Bah, pas rédactionnel du tout. Donc nous, quand on travaille ça avec vous, on ne travaille pas du tout la rédaction, on ne travaille pas des démonstrations de cours parce que ça sert à rien pour le concours. On va vraiment se focus sur ce que vous avez besoin, bah, pour le cours, mais clairement, travailler ça, ça vous aidera beaucoup pour le lycée. La troisième partie, c'est la partie problème. La partie problème, on va réutiliser des notions de maths de lycée, encore une fois, de terminale notamment, et ils vont aussi introduire des nouvelles notions que vous n'êtes pas censé connaître. Ça peut être des notions de maths, ça peut être des notions de finance, ça peut être des notions d'économie. On va vous expliquer la notion pendant l'exercice et après, ça sera à vous d'appliquer la notion, d'appliquer la méthode qu'on vous a expliquée et d'interpréter les résultats. Donc ça, c'est un type d'exercice qui est très intéressant, mais qui ne ressemble pas du tout à ce qui se fait au lycée. Parce qu'au lycée, on vous apprend toujours un chapitre, après on vous fait travailler dessus. Là, on vous fait découvrir quelque chose et vous devez comprendre sur le moment et utiliser la méthode qu'on vous expliquait. Et donc ça veut dire que vous êtes obligé de comprendre ce que vous faites pour être efficace sur un problème. La bonne manière pour travailler un problème, selon moi, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va tomber au concours ou essayer de tout prévoir. Ça serait trop long. Franchement, ça serait contre-productif. Moi, ce que je fais, c'est que j'entraîne les étudiants sur des problèmes et en fait, je sais que je les entraîne en fait à réfléchir en direct aux questions qu'on leur pose en cours. Et donc, quand on travaille sur les problèmes, on va travailler du coup sur des notions qu'ils ne connaissent pas les étudiants. Je sais que s'ils arrivent à faire en cours, à résoudre les problèmes en cours, ils arriveront à les résoudre pendant l'épreuve, OK? Pendant le concours. Donc on n'essaie pas de
deviner ce qui va tomber. Au contraire, on habitue les étudiants à ce type de travail qui est de... Alors attention, il y a un micro qui est activé. Ouais. On n'a pas entendu, mais n'hésitez pas à me le dire par écrit et je vous dirai. Et je réagirai dessus sans problème. Parce qu'on n'a pas bien entendu. Mais c'est pas grave. Mais donc, du coup, voilà, c'est la spécificité du problème. Du coup, pour le concours Access, ce que je vous ai dit, c'est que c'est calqué sur le programme de maths complémentaire. Ce qui fait que si vous ne faites pas maths complémentaire ou spé maths au lycée, ça risque d'être vraiment compliqué pour vous de passer le concours Accès. Cependant, comme on fait une préparation qui est sur l'année, qui commence au mois de novembre, on a le temps de revoir tout le programme de maths avec vous et j'ai le temps de vous prendre en individuel en dehors des cours pour vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Donc tous les ans, j'ai quelques STMJ qui préparent le concours et j'ai aussi, l'année dernière, j'ai eu pour la première fois un bac pro qui a passé le concours, qui a préparé le concours et qui est admis partout. Et sinon, j'ai aussi des terminales qui ont arrêté les maths. Il y en a tous les ans, j'en ai quelques-uns. Sachez que si vous êtes intéressé par les écoles du concours à accès et que vous souhaitez le faire, c'est possible. Par contre, il y a plusieurs conditions. Première condition, c'est que déjà, je vais m'entretenir avec vous, enfin, comment dire? Je suis obligé de m'entretenir avec vous au téléphone avant de commencer, parce que je sais que je vais passer beaucoup de temps avec vous en dehors des cours. De toute façon, pour s'inscrire, vous êtes obligé de vous entretenir avec moi ou que les parents s'entretiennent avec moi, quoi qu'il arrive. La deuxième chose, c'est que je demande aux étudiants qui viennent au moins 2 heures dans la semaine en cours, si ce n'est 3 heures. En tout cas, s'ils ne viennent pas les 3 heures, il faut qu'ils rattrapent la troisième heure qu'ils ne font pas. Mais c'est minimum 2 heures. OK? Et, euh, et la troisième. Donc, du coup, ça demande un vrai engagement sur l'année en termes de temps. OK? Et donc, la troisième chose, c'est voilà, d'être prêt à tenir cet effort sur la durée et être capable aussi de me dire quand quelque chose ne va pas. Parce que moi, si je ne l'ai pas vu directement en cours, bah, faut me le dire, il faut pas laisser traîner les problèmes. OK? Et moi, je prendrai le temps en individuel de vous expliquer ces choses-là. OK? Donc, si vous êtes prêt à vous engager vraiment et que vous n'êtes pas complètement nullissime en maths, par exemple, vous êtes en STMG, vous êtes nul en maths, je ne vous prendrai pas. C'est pas possible. C'est possible. Et donc, du coup, ouais, la dernière condition, excusez-moi, c'est que on propose d'autres préparations dans l'année après pour préparer les concours. Une fois que la préparation qui commence en novembre est pleine, je ne prends pas d'étudiants qui n'ont pas fait spé maths ou maths complémentaires dans les préparations futures. J'ai besoin d'avoir le maximum de temps avec vous pour pouvoir vous préparer de la meilleure façon possible à cette épreuve-là. Pour le concours Sésame, j'ai réuni 3 épreuves dans raisonnement. C'est faux d'appeler raisonnement cette partie-là. En fait, avant, il y avait maths, français, logique. Logique était remplacé par les compétences digitales il y a quelques années. Mais pourquoi je les ai mis ensemble, en fait? C'est parce que les cours hebdomadaires pour Sésame, c'est sur les maths, le français et les compétences digitales. Donc ça fonctionne comme les cours pour Access, sauf qu'il y a même des cours le week-end pour Sésame. Ce qui fait que j'ai beaucoup d'étudiants, en fait, tous les ans, qui sont pas en France, qui sont en Amérique du Nord, qui sont en Afrique, qui sont en Asie. Et donc parfois, vous avez des fuseaux horaires qui sont différents. Et donc du coup, pour vous donner de la flexibilité vraiment, on propose aussi des cours le week-end qui sont soit le matin, soit le soir, qui vous permettent en fait d'avoir accès à ces cours-là. Et donc vous avez aussi des cours du lundi au vendredi, bien évidemment, les soirs. Pareil, vous pouvez venir à 3 cours maximum dans la semaine, vu que les cours du week-end, c'est des redites de cours de la semaine. Ok. Euh, Du coup, par exemple, si le lundi, on commence par les maths et qu'après on fait le français après les compétences digitales, le mercredi, on commence par le français après les maths après les compétences digitales, et le vendredi, compétences digitales, puis maths, puis français. OK? Donc, si vous venez plusieurs fois dans la semaine, vous ne faites pas 2 fois la même chose dans la semaine. Encore une fois, on change tous les exercices entre les différents jours. Donc, en maths, on a 20 questions à faire en 40 minutes et ça ne ressemble pas du tout aux maths de lycée. C'est encore une fois moi le prof de maths de la prépa pour Sésame. Je vous ai mis un exemple parce que c'est ma matière et vous allez voir que 80% des étudiants ou des gens même qui sont dans la conférence peuvent se tromper. C'est des questions à résoudre en 2 minutes, vous allez voir, ça ne ressemble pas au lycée. Et le fait d'avoir arrêté les maths au lycée, ce n'est pas un problème du tout pour Sésame. Exemple de question. Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet aller, c'est 25 km/h. Au retour, elle rentre à 100 km/h. C'est quoi sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Il y a 90% des étudiants qui vont dire la moyenne, la vitesse moyenne, ça va être 25 km/h plus 100 km/h, 125, divisé par 2, 62,5 km/h, réponse C. C'est pas la bonne réponse. En fait, typiquement, le genre de choses qu'on va voir avec les étudiants, c'est que sur un trajet aller-retour, il y a une certaine méthode qu'on peut employer. Il y a une formule, je ne vais pas vous embêter avec la formule, mais je peux vous l'expliquer de manière logique. Si le trajet fait 100 km, à l'aller, on va à 25 km/h, on met 4 heures. Au retour, on met 1 heure. Entre l'aller et le retour, on aura fait 100 km à l'aller, 100 au retour, donc 200 km en 5 heures. Donc notre vitesse moyenne, c'est 200 divisé par 5, on a fait du 40 km/h en moyenne. OK? D'ailleurs, la vitesse moyenne, bon, après je rentre dans les détails, c'est pas grave, mais la vitesse moyenne, elle va forcément être inférieure à la moyenne des vitesses
parce que vous allez passer plus de temps à l'aller en allant moins vite qu'au retour en allant plus vite. Donc ça va traîner votre vitesse moyenne vers le bas. Donc en fait, on aurait pu éliminer dès le début la réponse C et la réponse D très facilement. C'est pas un cours, donc on s'en fout. OK? Pour le français, 40 questions à faire en 30 minutes. Les questions de français, pour le coup, là, ça va être sur euh, beaucoup de grammaire et d'orthographe. OK? Quelques questions, un peu de vocabulaire ou de langue. Par exemple, on peut vous poser des questions sur les locutions latines, sur les expressions de la langue française, voire sur la définition d'un mot, mais c'est beaucoup plus rare. Mais ça tombe régulièrement. Et sinon, vous pouvez avoir des questions aussi de littérature sur des courants littéraires, un peu comme ce que vous avez vu au bac français, hein, notamment pour les oraux, sur les courants littéraires, sur des auteurs ou sur des figures de style, par exemple. OK? Les compétences digitales, ça va ressembler à ce qui se fait dans la certification PIX au lycée. Vous allez avoir pas mal de programmation. Tous les ans, il y a à peu près 5 questions de programmation. Vous allez avoir, donc c'est sur les algorithmes hein, en particulier, et c'est pas très compliqué, vous inquiétez pas, on vous explique tout. Les étudiants, ils bloquent un peu avec ça, mais en vous expliquant ça de manière très méthodique, vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Il y a la partie aussi, euh, pardon, qui va être sur les bases de données. Vous allez avoir des questions sur la sécurité de l'environnement numérique, des questions sur aussi la création de documents, notamment avec Word, Excel, etc. Donc quelques formules pour Excel, quelques fonctionnalités de Word à connaître, enfin, ou sur les documents de traitement de texte en général, ou pareil pour les documents type PowerPoint. Et vous allez avoir sinon d'autres questions plus générales sur le hardware, le software, comment faire des recherches avancées. Et il faut voir si cette année, ils vont pas introduire l'IA. Nous, on a commencé à préparer nos étudiants à des questions sur l'IA l'année dernière. Et donc, je pense que ça va rentrer dans le programme très rapidement. OK? C'était pas le cas avant. Mais donc, du coup, on met les programmes à jour tous les ans. Donc, si jamais on voit que ça rentre dans le programme, clac, nous, on a déjà commencé à en parler, on continuera d'en parler. Et donc, dernière épreuve, on a appelé ça culture générale, mais en fait, c'est les enjeux contemporains. Les enjeux contemporains pour le concours Sésame, c'est 40 questions en 30 minutes, et c'est des questions qui vont porter sur les actualités des 10 mois avant le concours. Donc, grosso modo, entre juin et mars. OK? Et fin mars. Au concours accès, il n'y a pas d'épreuve écrite de culture générale ou d'enjeux contemporains, mais par contre, à l'oral de l'IESEG, il y a une épreuve, enfin, à l'oral de l'IESEG, ils vont vous interroger sur des questions un peu plus d'actualité. Et à l'ESCA, au moment des épreuves orales, ils font même carrément un écrit de culture générale. OK? Donc nous, quand on travaille les enjeux contemporains, on travaille ça sur 8 séances entre janvier et mars. Ce serait trop dense de faire ça sur un stage et on ne pourrait pas faire tout le programme parce qu'il faut qu'on finisse le 30 mars, hein, enfin, ou fin mars. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a divisé le programme en 7 thèmes. Donc c'est les 7 premiers cours. Et le 8e cours, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend toutes les infos qui sont passées depuis qu'on a travaillé les différents thèmes. Donc si, je sais pas, en janvier, on va parler de géopolitique, et les infos de géopolitique qu'il faut rajouter qui sont passées entre janvier et mars, on les revoit au dernier cours. On vous donne à tous des fiches de révision pour pas que vous ayez à tout gratter hein, pendant le cours et pour que si jamais vous voulez réviser avant le concours, il vous suffit de reprendre la fiche et vous n'êtes pas obligé de reprendre le replay de tout le cours qu'on vous donne via notre plateforme. Et ce qu'on fait du coup, c'est qu'on divise en 7 thèmes. Le prof, il va essayer de vous expliquer les différentes situations et on va essayer de vous faire participer du coup au débat, mais l'objectif, c'est vraiment que vous compreniez pour une situation qui sont les différents protagonistes, quelles sont les relations qu'ils ont les uns avec les autres, quels sont les intérêts de chacun. Et en fait, si vous arrivez à comprendre une situation, vous pouvez répondre à n'importe quelle question dessus derrière. Et c'est beaucoup plus intéressant de travailler comme ça que de travailler en faisant des dates, en faisant des points sur, euh, comment dire, en faisant des biographies. Enfin, une biographie, ça peut être intéressant aussi, mais voilà, ce sera plus efficace si vous comprenez les situations plutôt que si on vous énumère des choses. C'est plus intéressant. Et nous, on veut pas que vous grattiez pendant tout le cours. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on vous donne des fiches et vous pouvez noter, prendre des petites notes sur les fiches pendant le cours. Et en fait, le but, c'est que vous puissiez écouter et participer, bien évidemment. Du coup, pour vous préparer seul au concours, donc on a fait le tour de toutes les épreuves, pour vous préparer seul au concours, il existe des outils qui peuvent vous être utiles. Premier outil, l'application Concours Sésame. Donc ça sera disponible à partir du mois d'octobre. Et en fait, c'est l'appli de Sésame hein, ça coûte 100 euros. Mais en fait, quand vous vous inscrivez au concours, pardon, il déduit 100 euros de votre cotisation. Donc c'est gratuit au final. C'est juste que vous avez fait une avance de 100 euros. Vous devez payer pour le concours au moment de Parcoursup. C'est dans les 350 euros, il me semble, de mémoire. Je n'ai plus le montant exact en tête. Et en gros, vous ne payez que 250 si vous avez déjà payé 100 en amont. Euh,
C'est vraiment pas mal l'application du concours Sésame, notamment pour travailler sur l'analyse documentaire où il y a pas mal de sujets. Il n'y a pas la méthodologie, mais il y a des sujets. Et donc pour vous entraîner, bah, après avoir travaillé avec nous, c'est vraiment pas mal. Sinon, vous pouvez vous entraîner aussi dans votre lit sur les maths. Pour les langues aussi, c'est bien, notamment j'aime bien. Enfin, c'est vraiment bien. Le seul problème, c'est que vous allez vite tourner en rond sur les sujets. Par exemple, vous faites un sujet de maths, ils font des séries de 10 questions. Vous faites une série de 10 questions, vous refaites une série de 10 questions juste après, vous allez retrouver 3 ou 4 questions que vous avez vues dans la série d'avant. Donc ça va être limité en termes de questions. Mais par contre, les explications sont bien faites et c'est vraiment cool de pouvoir le faire. Et c'est notamment des exercices d'anal qui reprennent. Pour les enjeux contemporains, ça sert à rien, vous aurez des questions d'avant. Donc vous pouvez faire une ou deux séries juste pour voir quel type de question est posée. Et après, ça sert à rien de vous entraîner avec ça, ce sera plus les actualités en fait que vous aurez pour votre concours. En fait, en maths, ils ont changé le programme il y a 2 ans et en compétences digitales, ça a atterri il y a 2 ans. En français, ils ont modifié le programme aussi il y a 2 ans. Ils ont changé beaucoup de choses à 2 ans en fait. Donc du coup, vous allez avoir assez peu de questions parce qu'en fait, ils prennent beaucoup d'annales et en fait, il y a assez peu d'exercices anciens. Vous pouvez aussi vous entraîner avec des livres. Le grand manuel du concours Sésame et le grand manuel du concours Accès, c'est les meilleurs, je trouve. Il y a aussi la Bible du concours Sésame, la Bible du concours Accès. Le seul problème des livres, c'est qu'en franchement, ils sont juste pas à jour du tout. Ils font des éditions tous les ans, ils changent pas grand-chose malheureusement. Et la partie cours peut vous servir parfois. Honnêtement, il y a des choses intéressantes. Dans les exercices, ne vous attendez pas à découvrir plein de nouveautés. C'est pas... Et parfois, en fait, ils sont juste complètement à côté de la plaque sur les exercices, sincèrement. Pour les langues, c'est pas mal. J'aime bien. Pour les exercices de langue, ça aide vraiment, je trouve. Et le cours de maths, il peut être utile. Sinon, vous pouvez aussi vous entraîner en suivant des comptes Insta avec les réseaux sociaux. BBC Learning English, c'est très bien, ça vous permet de vous exercer un peu en anglais et d'apprendre des choses qui vont vraiment vous servir pour les concours. Pour l'actu, Hugo Décrypte, c'est parfait. Vous pouvez aussi utiliser le podcast, enfin écouter le podcast L'heure du monde, pardon, c'est très bien. Pour la partie raisonnement, bah, sur l'Insta de Prépa Campus, on a mis plein de tips en raisonnement mathématique et raisonnement et mathématiques, même en général, pour accéder pour Sésame. Donc ça va vraiment être utile. On n'a pas trop, comment dire, entretenu les réseaux sociaux ces derniers mois, mais on va les reprendre bien cette année. C'est pas ma partie préférée de m'occuper des réseaux sociaux, mais maintenant on a une personne qui va être dédiée à ça et on a beaucoup de contenu à partager, beaucoup de choses qu'on a fait, des interviews. On va être présent sur les salons, notamment le salon de l'étudiant, salon du Figaro. On crée des fiches sur toutes les écoles qui vont être disponibles sur notre site, avec aussi des exercices corrigés sur notre site qu'on va mettre au fur et à mesure de l'année. Et donc, on partagera ça aussi sur les réseaux sociaux. Et ça sera accessible gratuitement, tout ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, j'étais en interview avec le Figaro étudiant sur les concours accessibles par ailleurs. Et donc, du coup, Ed Academy, c'est une autre chaîne, c'est plutôt une chaîne YouTube pour le coup, plus qu'un compte Insta, sur lequel vous pouvez apprendre des choses utiles pour les concours. C'est pas spécifique au concours, c'est pas spécialisé sur les concours, mais c'est vraiment, c'est bien fait, il y a des choses utiles que vous pouvez faire. Et sinon, bah, pour les étudiants de la prépa, franchement, vous n'avez pas trop besoin du reste. Peut-être l'application du concours Sésame, c'est bien. Les annales aussi sur le site d'Access, pardon, j'ai oublié de le dire. Vous pouvez télécharger les annales sur le site d'Access. Vous n'aurez pas des corrections détaillées. Et je vous invite même à le faire dès maintenant, comme ça vous pouvez voir la difficulté des questions. Ok? Ça vous paraît très dur, c'est normal, vous n'êtes pas préparé. Si ça vous paraît très dur en mars, ça c'est beaucoup plus problématique, évidemment. Mais aujourd'hui, si ça vous paraît très dur, c'est évident. Donc pour bien se préparer au concours, en fait, vous préparez d'abord et ensuite vous travaillez sur les annales. Mais jeter un œil avant, ça a du sens, évidemment. Et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez les télécharger. Axel m'a donné l'autorisation pendant cet été de faire des corrections vidéo de ces annales et de les poster sur notre site. Ok? Donc, on mettra en ligne des corrections détaillées des annales au fur et à mesure de l'année. C'est pas encore on les a pas encore faites, hein, mais ça, c'est quelque chose qui va être fait. Et donc, du coup, pour vous entraîner, à la fin de l'année, notamment quand vous serez censé être prêt, vous pourrez vous entraîner sur toutes les annales corrigées. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des points de cours qu'on retrouve dans les annales qui ne sont plus au programme. Et ça, je vais les couper dans les sujets. Donc, si jamais vous vous lancez dans des annales et que vous faites des exercices qui sont hors programme, vous ne les retrouverez pas sur notre site, on les enlèvera au préalable. Ok. Et donc, du coup, bah, pour les étudiants de la prépa, on a une plateforme qu'on met à votre disposition avec, donc en plus de tous les cours hein, qu'on fait en live, évidemment. Donc, les cours hebdo, je ne voulais pas préciser, c'est que à distance. Les stages intensifs, c'est soit à distance, soit en présentiel. En présentiel, c'est à Paris, au métro République. Et sinon, bah, vous pouvez tout faire à distance. La plateforme, c'est pour toutes les étudiants, tous les étudiants. On a enregistré tous les cours aussi en vidéo. Donc, toutes les notions de cours, on les a fait. On a fait notion par notion, on a tout enregistré. Et pour chaque notion, on fait des exercices ciblés dans les différents thèmes, enfin dans les différentes matières, pardon. Donc, typiquement, par exemple, pour les mathématiques, pour Sésame, vous avez une partie géométrie. J'ai fait un cours de géométrie sur cette partie-là.
où j'explique toutes les notions qu'il faut connaître. Et après, vous avez 3 fiches d'exercices avec 10 exercices à chaque fois, donc 30 exercices pour travailler la géométrie. Et on fait ça pour tous les thèmes. OK? Et ensuite, on a aussi des sujets complets, bien évidemment, pour s'entraîner. Dans les autres matières, bah, c'est les autres profs qui ont fait le même travail que moi. OK? Et donc typiquement pour l'analyse documentaire ou pour la synthèse, vous avez des exercices spécifiques aussi pour progresser sur des domaines en particulier, sur la lecture rapide, sur la prise de notes, sur, le plan, sur et cetera. Et vous avez des sujets complets corrigés aussi, bien évidemment. Et quand vous faites une synthèse, il y a une rédaction. La rédaction, vous pouvez l'envoyer à votre prof de synthèse qui vous la corrige gratuitement, même en dehors des stages, bien évidemment. Vous avez, des corrections PDF, des corrections vidéo, vous avez des fiches de révision dans toutes les matières aussi et vous avez des sujets complets, pour vous entraîner, en plus des exercices par thème. Et vous avez aussi bien évidemment le replay de tous les cours hebdo, ce qui fait que si vous ratez un cours, bah, vous pouvez le récupérer en replay si vous le souhaitez. Du coup, si vous souhaitez vous préparer avec Prépa Campus, vous avez 3 offres possibles: Club Access, Club Sésame et Club Access Sésame. Club Sésame, c'est les cours hebdo de Sésame avec le stage intensif anglais analyse documentaire. Vous choisissez votre semaine soit en février, soit en décembre pour faire le stage. On ne fait pas la Toussaint, c'est trop tôt et ça vous prend 4 heures par jour sur une semaine. Si vous faites accès, c'est anglais synthèse, pareil, c'est 4 heures par jour sur une semaine. Si vous faites accès plus Sésame, vous avez un stage anglais synthèse et analyse documentaire. Donc ça va être, si vous faites sur la même semaine, c'est 6 heures par jour sur une semaine, mais vous pouvez très bien dire, je fais 2 heures par jour en décembre, 4 heures par jour en février. C'est vous qui décidez comment vous répartissez vos cours, quelle que soit votre formule d'ailleurs. Vous êtes en moyenne 6 par cours, 5-6 par cours d'ailleurs, pour les stages intensifs. Pour les co-abdos, vous êtes une vingtaine par cours. Donc on est obligé de limiter nos places, bien évidemment. En fait, on limite normalement à 80 places pour accéder pour Sésame. On fait 40 places avec l'offre club qui est la moins chère, qui est la plus avantageuse, qui est normalement pour les gens qui s'inscrivent plus tôt. Cette année, l'offre club, elle était complète avant le mois de septembre et donc du coup, on a décidé de la relancer pour 40 places parce que en fait, moi, j'ai toujours dit aux étudiants: «Bah, vous vous inscrivez en septembre et vous aurez l'offre avantageuse» et en fait, cette année, tout le monde a appelé avant et enfin, beaucoup de gens ont appelé avant et donc du coup, on était complet avant. Donc là, maintenant, on est sur les 40 dernières places, pour cette offre-là. Il nous reste plus tant de places que ça en réalité. Quand ces offres seront finies, on mettra d'autres offres en ligne, mais ça sera plus pour les cours hebdo qui commencent en novembre, mais ça sera pour des cours hebdo qui commencent plus tard. Là, c'est la meilleure offre qu'on ait et ça sera pas moins cher plus tard. Mais voilà, on met à disposition dès maintenant, cette offre-là. Hem, Comme je vous l'ai dit, c'est, il faut faire au moins 1 heure par cours par semaine, de cours hebdo, que ce soit pour Sésame, pour Accès. Dans l'idéal, vous pouvez même faire 2. OK? La charge de travail, quand on fait Access et Sésame, donc quand on fait les 2 concours en même temps, pas juste un mais les 2, c'est l'équivalent d'une option au lycée. On donne quasiment pas de devoirs aux étudiants pendant l'année, juste les 5 dernières semaines, on en donne quand les dossiers, ils sont finis. Hem, je vous ai mis cours possible du lundi au vendredi. Pour Sésame, ce sera du lundi au dimanche. Après chaque période de stage, du coup, on vous envoie un débriefing complet sur les stages que vous avez fait pour vous dire quoi travailler après la période de stage. Heu, Si vous avez des difficultés, bah, pareil, enfin, pour les mathématiques, je vous reprends en duel pour vous expliquer. Sinon, vous aurez le numéro perso de tous vos profs pour poser vos questions. Hem, c'est admissible ou remboursé, c'est-à-dire que si vous mettez 5 écoles dans Sésame et que vous êtes admis nulle part, on vous rembourse tout. Pour Accès, vous mettez 3 écoles, vous êtes admis nulle part, on vous rembourse tout. Hem, Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Hem, je voulais dire un truc important en plus. Ça m'a échappé. Donc il y a le suivi, OK, ça c'est bien. Il y a la plateforme, c'est bien. Je réfléchis, hein, je sais que j'ai oublié quelque chose, j'avais un truc en tête et je l'ai pas dit. Le suivi d'ailleurs, quand vous avez des questions sur les concours, et cetera, c'est avec moi directement. Vous aurez mon numéro direct, je suis hyper réactif, c'est avec moi que ça se passe. Le seul moment où j'ai un peu moins de réactivité, c'est en ce moment, parce qu'en fait, comme c'est le moment des inscriptions, bah, je reçois beaucoup d'appels et donc du coup, je planifie, hein, par créneau, les appels. Toutes les inscriptions, elles se font par téléphone. J'ai besoin d'avoir soit un parent, soit un étudiant au téléphone avant l'inscription, parce que je vais être sûr que vous ayez bien compris ça va être quoi la charge de travail et je vais être sûr que vous avez bien compris aussi, heu, que votre projet, il soit en adéquation avec ce que vous pouvez avoir. Votre dossier, il compte dans une assez faible mesure pour Accès, mais il compte quand même un petit peu et pour Sésame, ça dépend des écoles, ça compte entre 5 et 30. Notamment pour l'ESSEC, le bibier de l'ESSEC, ça compte pour 30. Donc si vous avez 11 de moyenne et que vous voulez que l'ESSEC, bah, je vais vous dire laissez tomber, je pense pas qu'on y arrivera, c'est très peu probable. Tous les ans, on a des grosses surprises, OK? Donc peut-être je vous dirais ça va être compliqué pour l'ESSEC et vous l'aurez, tant mieux. Sachez que c'est 7 des étudiants en France qui sont admis à l'ESSEC, on a fait 25 l'année dernière et on a eu des étudiants qui étaient à 13 000 moyenne qui auraient jamais dû être admissibles, qui ont été admis.
Sur l'ISEC, on a eu 65% de réussite. Et l'année dernière, tous nos étudiants ont eu un de leurs trois premiers choix sur Accès César. Ok. 97% de réussite à l'ESCA sur Accès. Donc 65 ISEC, 97 ESCA, 100% SDS. Sur Sésame, 25% ESSEC. Le MU aussi, le dossier compte beaucoup. On était, je dirais, je sais pas, entre 90 et 92% peut-être. Et sur le reste, on était quasiment à 100% ou à 100%. Ok. Et donc, du coup, bah, si vous voulez en savoir plus sur Prépa Campus, je vous invite juste à. Ça, c'est les avis de l'année dernière. Voilà, j'ai pas, même pas mis le slide à jour. Je vous invite juste à taper Prépa Campus sur Google et à regarder les avis. Et vous verrez bah, ce que pensent nos anciens étudiants de nous. Il y avait 100 avis l'année dernière, maintenant il y en a 140, je crois. Donc il y a 40 étudiants qui ont mis des avis l'année dernière, ou par an. Regardez ce que les gens pensent de nous. Il n'y a que des 5 sur 5. Je crois qu'il y a un seul 4 sur 5 l'année dernière, c'est une étudiante qui a tout eu à qui ça s'est hyper bien passé. Je pense qu'elle a fait un misclick. Mais en tout cas, quand on lit son commentaire, on comprend qu'elle était ravie. Et pour tout le reste, c'est que des 5 sur 5 sur tous les commentaires. Donc je vous invite vraiment juste à. Je les ai pas sélectionnés ça l'année dernière, hein. J'ai juste pris les cinq derniers commentaires. Cette année, j'ai pas refait la slide, j'ai pas eu le temps, mais regardez les slides et regardez les commentaires et vous verrez. C'est la meilleure pub qu'on puisse avoir. Bon, je vais prendre maintenant le temps de répondre à toutes vos questions. Sachez que si vous êtes intéressé pardon, par des inscriptions, il faut m'écrire. Vous pouvez m'écrire pour qu'on puisse en prendre un rendez-vous téléphonique. Je vous donne mon numéro dans le chat. C'est 06 19 34 46 84. C'est le numéro sur lequel vous allez me joindre toute l'année pour le suivi derrière. Ok, si vous avez des questions, etc. Euh, et il y a quelques cours gratuits qu'on met en place en septembre et en octobre, même si les cours commencent en novembre. Donc du coup, dès le 17 septembre, vous aurez vos premiers cours. Ah pardon. Et donc du coup, pardon, pour les épreuves orales, et c'est vrai qu'il y a une question, là je vois tout de suite, il y a une question pour les orales. Pour les épreuves orales, on fait de la préparation aux oraux, on a 100% de réussite aux oraux. Tous les profs qu'on a, c'est des profs qui sont jurés en école ou en prépa. On fait que des préparations individuelles qui viennent en plus de la formule que je vous ai dit. OK? Et donc du coup, selon les étudiants, vous allez avoir entre 3 et 5 cours pour vous préparer aux oraux. 3 séances pour un étudiant qui est à l'aise, 5 séances pour un étudiant qui a des difficultés à l'oral. Et si au bout de 5 séances, un étudiant n'est pas prêt, tous les séances supplémentaires, c'est avec moi et c'est gratuit. On n'envoie pas un étudiant sans qu'il soit prêt. OK? C'est 120 euros la séance. Donc pour les oraux, il faut compter 360 euros si vous faites la préparation aux oraux en accéléré, qui est très efficace et suffisante hein, pour un étudiant qui est à l'aise à l'oral, ou 600 euros pour la préparation complète. Cette préparation aux oraux, elle vous servira aussi plus tard si vous avez des entretiens de RH ou des entretiens pour vos stages, en fait, parce que ça se prépare quasiment de la même manière. C'est la même préparation qu'on fait aux oraux pour des étudiants qui sont en post-prépa ou en bac plus 3, bac plus 4, ou bac plus 5 d'ailleurs. Ce qui fait que la préparation en 5 séances, je veux dire. Ce qui fait qu'en fait, c'est hyper complet. Et c'est pourquoi les attentes sont un peu plus faibles en post-bac, évidemment. Et donc, du coup, en 3 séances, il y en a qui s'en sortent très bien. Voilà. C'est ça qu'il y a pour les oraux. Et il y a une place réservée pour tous les étudiants de la prépa aux oraux. Tout le monde ne prend pas la préparation aux oraux parce que, bah, en fait, certains ont de la famille qui est en prépa ou qui a déjà fait de la préparation. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. 80% de nos étudiants, à peu près, qui ont fait les écrits, font les oraux avec nous. Et voilà. Du coup, je commence à répondre aux questions. Est-ce que le BBA correspond à une licence? Alors, j'ai répondu à la question, je pense, pendant la présentation, mais je le refais maintenant. Un BBA, ça donne un grade de licence, comme un bachelor, mais par contre, ça vous donne aussi les crédits d'une quatrième année. Donc, pour avoir un master derrière, il suffit de faire une cinquième année et une seule année seulement, et pas 2 années. Du coup, Damien demande pourquoi il y a 6 ans en classe prépa. Parce que souvent, en classe prépa, en fait, vous avez 2 ans de prépa ou 3 ans de prépa. Puis après, en école, vous allez souvent faire 4 ans parce que vous allez avoir des stages à faire. Et donc, du coup, pour tout faire, bah, il faudra 4 ans en général. Hors concours veut dire admission sur dossier. Alors, c'est un peu marrant de poser cette question, Picard. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, hors concours, ça veut souvent dire école moyenne, sauf exception évidemment. Donc, enfin, il faut pas dénigrer non plus. On va dire ça va être les écoles qui vont être moins importantes. Ok. Et donc, du coup, elles vont être souvent plus accessibles. Et donc, du coup, oui, ça va être sur dossier, mais il y en a beaucoup qui sont très larges dans leur manière de sélectionner. Il y a quand même quelques formations qui sont sélectives, hein, mais ça va être sur dossier. Ok. Il y a des écoles, alors, il y a des écoles comme le SCP, par exemple, qui sont assez sélectives d'ailleurs, qui proposent aussi de faire les concours hors parcours, enfin, de postuler à l'école hors Parcoursup. Donc, imaginons que vous faites la session d'octobre pour rentrer à l'ESCP. En général, c'est un peu moins dur de rentrer à l'ESCP avec cette session-là. Le seul problème,
Donc vous allez avoir votre entretien en octobre, c'est sur dossier, c'est génial. Le seul problème, c'est qu'ils vont dire, OK, pour vous garder votre place, il faut vous payer. Le seul truc, c'est que vous n'avez pas les réponses des autres écoles, et ça se trouve, vous allez avoir quelque chose de vraiment mieux avec Parcoursup. Donc, d'ailleurs, je me rappelle, la dernière information que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'on vous aide à faire vos dossiers sur Parcoursup et que je corrige toutes les lettres de motivation des étudiants. C'est ça le truc que j'avais pas dit tout à l'heure et je me disais, il faut que je leur dise. Voilà, on ferme la parenthèse. Et donc, du coup, en gros, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer le SCP en même temps que Parcoursup, sur Parcoursup, de postuler à l'ESCP sur Parcoursup. Et donc, du coup, quand vous aurez le résultat de l'ESCP en même temps que le résultat de toutes les autres écoles et de toutes les autres formations. Et donc, du coup, vous pourrez faire un choix éclairé à ce moment-là. Un élève préparant le bac français international US doit-il forcément passer les épreuves d'anglais écrites au concours Sésame? Oui, mais ça ne va pas lui poser grande difficulté. Maintenant, si vous avez un bac international, pour certaines écoles, vous pouvez postuler hors concours à ces écoles-là. Le seul problème, c'est que c'est pas toujours une bonne idée. Notamment, par exemple, si vous voulez aller à l'ESSEC, ils sont parfois plus durs pour les internationaux, pour les bacs internationaux, que quand vous faites un concours et que vous êtes bien préparé, vous avez des chances qui sont plus importantes. Et donc moi, j'ai des étudiants l'année dernière qui ont fait le test. Donc je vous ai dit, j'ai des étudiants qui viennent un peu de partout dans le monde. On a eu des étudiants d'un peu partout dans le monde, notamment des étudiants des États-Unis. Il y a un étudiant des États-Unis qui avait postulé juste à l'ESSEC en hors concours et qui avait postulé aux autres écoles via le concours. Et il a eu toutes les autres écoles sauf l'ESSEC. Et donc, ça a plus dur hein, en même temps. Mais en fait, il a eu un gros regret parce qu'il se dit, j'ai eu des bêtes de notes aux épreuves écrites et j'ai pas pu en profiter. Alors, possible de faire que des stages intensifs pendant les vacances. Donc ça, c'est Anne-Céline qui pose cette question. Alors, pour préparer les concours, nous, on propose de faire que des stages intensifs pendant les vacances, mais on ne propose pas maintenant. Pourquoi? Euh, Parce que, en fait, je trouve que c'est moins efficace que de faire une préparation sur l'année. Et que moi, je veux prioriser les préparations sur l'année. Donc, quand nos préparations sur l'année, elles sont complètes, et quand on avance dans l'année, après, on propose que des préparations que en format stage. Je vous recommande pas de faire ça. Ça marche bien, mais ça marche pas aussi bien que de tout faire que de prendre le temps. C'est plus stressant, ça nous laisse moins de temps. Si vous avez, si à la fin de votre semaine de stage, il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pourrez toujours parler avec nous, mais en fait, le lien, il n'est pas aussi fort quand vous voyez, quand vous êtes investi une semaine dans une prépa ou quand vous êtes investi sur l'année. Et en fait, c'est beaucoup plus stressant. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire. En fait, vous allez vous dire, ah, il me reste que 2 jours, c'est chaud, etc. Alors que quand on a du temps, en fait, on pourrait commencer en novembre, c'est tôt, hein, et je fais exprès, mais ça nous laisse le temps de bien travailler. Et donc, c'est pour ça que je vous recommande ça. Mais pour répondre à votre question, on le fait un peu plus tard dans l'année. Là, vous n'avez vraiment pas le feu pour vous inscrire si vous voulez vous préparer comme ça, mais vous pouvez le faire. Et vous pouvez me contacter à ce sujet-là, il n'y a pas de souci. Alors, je n'ai pas saisi ce que vous avez dit sur les changements des jours de cours semaine, lundi au vendredi ou bien lundi au samedi. En gros, pour les cours Accès Sésame, le cours du lundi et le cours du mardi, c'est le même, et le cours du mercredi et du jeudi, c'est le même. Pour Accès, il n'y a pas de cours le week-end. Et pour Sésame, on propose aussi des cours le samedi et le dimanche. Et on n'a pas vu, mais soit le cours du samedi sera le même cours que le cours du vendredi, soit celui du dimanche. C'est pas encore vu. Et le dernier cours qui restera, il sera comme le cours du mercredi ou du lundi. Ça, on est en ce moment en train de regarder comment on va faire ça. Vu que c'est nouveau qu'on propose les cours le week-end, on en discute avec les profs en ce moment. Et donc les cours en semaine, c'est de 18h à 19h et 19h15 à 20h15. Donc lundi et jeudi, de 18 à 19, c'est Sésame. Et 19h15, 20h15, c'est Accès. Mardi, mercredi, c'est le contraire. 18-19 Accès, 19h15, 20h15, Sésame. Le but, et le vendredi, c'est 17h30, 18h30 et 18h45, 19h45. Le but, c'est qu'un étudiant, il ait forcément une heure où il puisse venir. Et donc, du coup, souvent, les étudiants, ils sont disponibles à 19h15. Et même, parfois, ils sont aussi disponibles à 18h. Donc, c'est eux qui décident vraiment ce qui les arrange. Catherine pardon, demande est-ce qu'on peut se préparer dès la première ou faut-il attendre la terminale? Moi, je pense que c'est pas utile de se préparer dès la première. Mais par contre, si vous êtes intéressé, alors ça, du coup, je peux vous le dire, si vous êtes intéressé si vous êtes en première et vous êtes intéressé pour vous préparer pour l'année prochaine, vous avez vu, les places partent très vite. N'hésitez pas à m'envoyer par SMS le fait que vous voulez être contacté. Et quand on ouvrira les inscriptions pour l'année suivante, en juin, je vous enverrai un SMS pour vous dire les inscriptions sont ouvertes, etc. À ce moment-là, on pourra s'appeler. Et si vous voulez vous vous inscrivez. Si vous voulez pas vous inscrire, vous inscrivez pas. Mais vous êtes sur la liste d'attente. Et donc, du coup, vous serez prévenu en priorité. OK? Mais du coup, ne vous préparez pas dès la première parce que moi, je trouve que ça met trop une charge sur l'étudiant de se préparer dès la première. Ça met une pression. Là où, en fait, le fait de commencer en novembre, on a vraiment le temps et c'est vraiment idéal. Donc, pas besoin d'en rajouter. Franchement.
Donc l'oral, je vous ai répondu, oui, on prépare aux oraux et on a 100% de réussite. La préparation aux oraux, on vous en parle en mars pour les étudiants de la prépa et on la commence le lendemain des épreuves écrites. En 2 semaines, on peut vous préparer aux oraux et à la fin, ça se passe très bien. Passer les concours Accès Césame permet seulement d'intégrer un bibier ou d'entrer directement en école de commerce. En fait, un bibier, c'est en école de commerce. Donc vous allez rentrer en école de commerce quoi qu'il arrive. Le concours Accès, c'est que des programmes grande école en 5 ans. Là où le concours Sésame, c'est des bibliers et des programmes en 5 ans. Mais dans tous les cas, vous faites une école de commerce, que ce soit un programme en 4 ans, un programme en 5 ans. C'est faux de se dire qu'un programme en 4 ans, c'est moins bien qu'un programme en 5 ans. Le biblier de l'ESSEC, c'est peut-être le programme le plus sélectif en post-bac qu'on puisse faire en école de commerce. C'est plus sélectif que l'IESSEC, comme je vous l'ai dit. Et en termes de niveau, c'est équivalent, c'est comparable, mais je dirais que c'est le profil des étudiants qui rentrent à, à l'ESSEC est peut-être encore un tout petit peu plus fort que pour l'IESSEC parce qu'il y a plus de place à l'IESSEC. Mais donc, du coup, en gros, faire un programme plus long, c'est pas forcément faire un programme mieux. Et donc, on a plein de bibliers qui sont meilleurs que les programmes grande école et on a les meilleurs programmes grande école qui sont meilleurs que les bibliers, que plein de bibliers aussi, évidemment. Nathan demande, pouvez-vous nous dire quelques mots sur le profil d'expérience des profs? Bah écoutez, pour les cours de maths, donc moi je donne les cours de maths du lundi, mercredi, vendredi. Je vous ai parlé de moi, je vais aller à l'ESSEC, enseignant à Dauphine, j'ai été, et du coup j'enseigne dans la prépa depuis le début, hein, évidemment. Pour les compétences digitales et les enjeux contemporains, c'est le même prof, il s'appelle Kevin. Il donne, alors lui, Kevin, il a fait une école d'ingé, il a fait l'ESSEC en programme grande école. Il a fait les concours de la fonction publique. Il a un master de droit, donc il a un profil vraiment très varié pour pouvoir donner cours d'enjeux contemporains. Mais pour les compétences digitales aussi, fait que ce soit ingénieur, c'est parfait. C'est quelqu'un qui est dans l'enseignement et dans l'orientation par ailleurs aussi à côté des cours qu'il donne à Prépa Campus. C'est le responsable aussi des admissions sur titre chez nous pour les étudiants qui sont en bac+3, bac+4, bac+5. Et c'est une personne aussi qui a enseigné à l'ESSEC, en fait, qui prépare des étudiants en culture générale sur, pour les concours de la fonction publique, pour les étudiants de l'ESSEC qui veulent passer les concours de la fonction publique. Donc, il est intervenant à l'ESSEC. La prof de français, c'est une prof qui est prof au lycée, qui est agrégée. Elle a une trentaine d'années, hein, elle a 30 ans, je crois. Elle est agrégée de lettres anciennes, si je dis pas de bêtises. Le prof, donc je vous fais les cours hebdo, hein, en fait. Ça, c'est les cours hebdo. Et sinon, en fait, c'est que des anciens d'HEC, de l'ESSEC. Euh, mais voilà, la moyenne d'âge d'entre les profs, on a tous entre 25 et 35 ans à peu près. Voilà. Donc c'est profs assez jeunes quand même. Est-ce que cette préparation est également utile pour espérer une classe préparatoire? En fait, la préparation à Sésame, elle ne vous aide pas pour votre dossier au lycée, mais la préparation d'Access, ça vous aide en maths. Ok? Parce qu'il y a une partie qui se recoupe, 50% qui se recoupe avec le programme de maths. Donc ça va vraiment vous aider. Et ça va vous aider aussi parce que ça va vous aider à vous mettre vraiment en mode concours. Enfin, sur pas mal de choses, ça peut vous aider. Travailler l'anglais, typiquement, et la grammaire, ça va vous aider. Travailler les enjeux contemporains, ça va vous aider. Ça va vous donner de la culture, hein, forcément, et ça va vous aussi, vous serez au fait de l'actualité. Travailler sur la synthèse de documents pour le concours accès, ça vous aide si vous faites une prépa plus tard. Donc, il y a des choses qui vont vous aider. Et la préparation aux euros, ça vous aide à 2000% c'est mieux que n'importe quelle préparation aux euros que vous ferez dans la plupart des prépas. OK? Donc, ça va vraiment vous aider. Quelle est la renommée de Solvay en France? Je sais même pas ce qu'est Solvay, donc je préfère même pas dire de bêtises. Donc je préfère ne pas dire de bêtises. Je me prononce pas, je suis désolé. En quoi consiste l'épreuve orale? Donc les épreuves orales pour les concours, souvent vous allez avoir deux épreuves. Une épreuve qui est un entretien de personnalité, qui a un très 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 gros coefficient. Et donc ça se prépare complètement, c'est ce qu'on fait avec les étudiants. Et il y a aussi une épreuve d'oral d'anglais où faut se présenter en anglais et vous avez pardon, un petit exercice à faire. Souvent, ça va être peut-être, vous allez lire un article et après vous allez discuter de l'article avec le jury. Ça aussi, on vous prépare à ça pendant la préparation aux oraux. Comment sont les débouchés professionnels d'un BBA par rapport à celle d'un PGE après prépa? Donc, je vais vous prendre l'exemple de la meilleure école en PGE possible après prépa versus la meilleure école possible en BBA. Parce que si je vous prends un bon BBA par rapport à une école après prépa qui est pas ouf, il n'y aura pas de différence. OK? Même qui est bonne, mais qui est pas très bonne, il n'y aura pas de différence. Mais il y a quelques cas où vous êtes obligé de passer par HEC, l'ESSEC ou le SCP. Premier cas, c'est si vous voulez faire de
du conseil en stratégie dans les grands cabinets de conseil en stratégie américains. Ok? Ça, ils recrutent que dans le top 3 en programme grande école, voire parfois top 2. Disons top 3 en réalité. Si vous voulez faire de la fusion-acquisition en banque type Rothschild, c'est mieux de venir à un programme grande école. C'est très très dur. Autrement, en tout cas, après vos études, c'est très très dur d'intégrer ce genre de métier. Plus tard dans votre cas, c'est plus possible, mais vous avez sûrement moins envie. À part ça, vous avez à peu près les mêmes débouchés. Sachez que quand vous faites un bon BBA, en fait, vous allez avoir accès au meilleur master de France, si vous êtes bon. Et donc, du coup, vous pourrez faire des études d'un très 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 haut niveau. Vous n'êtes pas bloqué, et donc normalement, ça vous bloque quasiment pour rien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, moi, j'ai un peu dépassé, je suis désolé. Donc encore une fois, si vous avez besoin de me contacter, de toute façon, dans tous mes mails, vous avez le numéro de téléphone. Vous allez sur le site de Prépa Campus, vous avez mon numéro ou si vous pouvez m'envoyer un mail. Et ensuite, je peux prendre un rendez-vous avec vous si vous le souhaitez pour voir enfin, juste pour discuter d'une éventuelle inscription. Si vous avez des questions sur les concours, n'hésitez pas à m'écrire ou, euh, ou à m'appeler, hein. Envoyez-moi un SMS, c'est très bien, ou envoyez-moi un mail. Soit je réponds à votre question directement, soit je vous appelle pour y répondre à votre question. Et même si vous ne faites pas prépa, je m'en fous, c'est aussi mon rôle de répondre aux questions des gens. Tous les étudiants n'ont pas, les moyens de faire une prépa, j'en suis très conscient. Prendre 15 minutes de mon temps pour vous expliquer quelque chose, ça me coûte pas grand-chose et je le fais, avec grand plaisir. Eh ben, merci, bah, on a pris le temps, je suis content que ça vous ait plu et voilà, je vous remets le numéro de téléphone si jamais vous avez envie de me contacter. Ouais, merci pour la précision de ces informations, pour la qualité que vous contactez pour la prochaine graphie. Merci beaucoup. Bah, merci Catherine. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS, je vous mettrai sur la liste d'attente, comme ça je pourrai vous recontacter. Eh ben, merci beaucoup, ça fait plaisir. Vous étiez très nombreux, donc voilà, merci d'avoir suivi. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.